difficile à décrire, à part qu'il est absolument obèse, qu'il est très blessé, on ne sait pas trop par quoi, mais sans doute par cette histoire de poids, par le regard des autres, il est vraiment différent, quoi. Et pas que physiquement non plus, je pense. Il a une réflexion sur lui-même qui est assez intense et assez profonde. Voilà, mais c'est quelqu'un qui s'est fait autour de la douleur. Donc, il perd son père. On sait après qu'il a perdu aussi son frère et sa mère. Donc, il se retrouve seul. Et puis, je pense qu'à ce moment-là, il se dit, bon, bah voilà, il me reste plus grand-chose j'ai plus personne à décevoir, j'ai plus personne à contenter, je me casse, je fais ce que je veux. C'est un peu destructeur, mais voilà, il frise un peu une sorte de suicide qui se dit pas, quoi. Mais il s'en va sans rien, dans la forêt. Toute une vie passée sous les regards, les colibets, de cette différence-là qu'il a par rapport aux autres, ça a façonné ce qu'il est. Ça a façonné ce qu'il est en intégralité. Il tourne autour de cette douleur-là et il a organisé sa vie autour de cette douleur-là. Quand on est compulsif sur la bouffe, mais on peut l'être sur la cigarette, on peut l'être sur des drogues, sur nos relations aux femmes, aux hommes, aux ceci, aux cela, quand on est compulsif, on tente toujours de combler quelque chose qui est vide. Maintenant, lui, je sais pas, il ne mange que des barres de chocolat, il boit à n'en plus finir. Lui, il a un gros vide à remplir. Mais le blast, à la base, c'est un truc assez marrant. C'est l'onde de choc d'une explosion qui, par la différence de pression entre le devant de notre corps et l'arrière, détruit l'intérieur du corps. Sans brûler, sans qu'il y ait de choses apparentes, mais tout est détruit à l'intérieur. Et c'est un peu ça qu'il vit. C'est-à-dire que peu à peu, l'intérieur se détruit. C'est une transe qui peut être attribuée à la drogue, qui peut être attribuée à l'alcool, qu'on peut attribuer aussi à des moments d'intense choc émotionnel qui fait qu'il sort de son corps, qu'il est quelqu'un d'autre, qu'il est dans un autre monde, pour ceux qui utilisent un peu des drogues parfois ou tout le temps, savent ce que c'est. C'est-à-dire qu'on se retrouve un peu au centre du monde. On est tellement égocentré sur ses perceptions que tout le reste change. Donc, dans ces moments-là, il vole, il pèse rien, il est rien, il est devenu tout petit ou au contraire, il devient géant. C'est un truc presque indicible. Cette sensation-là, il la recherche parce qu'il ne l'a jamais connue. Et qu'en plus, la première fois où il l'a connue, c'est au moment où son père meurt. Puisqu'il va voir son père qui est encore vivant, il passe la nuit dehors où il a son premier blast à la suite de médicaments, d'alcool, et quand il revient le lendemain à l'hôpital, son père est mort. Donc je suppose que ça doit mettre chez lui une sorte un truc un peu mystique, et il est parti maintenant clairement à la recherche de ça, puisqu'en plus il est léger, il vole, il se sent autrement. C'est quand même pas tous les jours qu'on peut, quand on fait son poids, quand on a sa gueule, de voler au milieu des couleurs, quoi. C'est quand même pas tous les jours, donc lui il cherche ça, quoi. Sur le coup, ça peut être génial, comme on peut se faire aussi un bad trip et se dire et rentrer dans des trucs très paranoïaques, très haineux. Mais on a la chance que lui, je pense pour l'instant, quand il est dans les moments de blast et quand il les explique, il dit la vérité. C'est-à-dire qu'il y a des moments c'est pas facile, des moments c'est dur, puis d'autres moments c'est magnifique et tout ça. Voilà, je pense qu'il est assez sincère sur ce moment-là. Quand j'étais petit et que dans CM2, on se présentait tous en slip pour la visite médicale et que la bonne femme me met à part, l'infirmière me met à part et appelle mes parents et que mes parents arrivent le soir et qu'elle leur dit que je suis pas normal. Ça a été fondateur, si tu veux, d'une certaine marginalisation, même si après ça m'est paru beaucoup moins important. Ça a quand même fondé 4 ou 5 ans de ma vie où je me suis tourné autour de ça, ce qui est exactement le truc de Paul Zass, sauf que lui, c'est toute sa vie qui est comme ça. On considère les gens obèses comme des grosses feignasses, et pas comme des gens qui souffrent. On se doute bien qu'ils souffrent, mais on se dit, putain, s'ils faisaient un effort, attends, ils pourraient être normaux. Et alors ça, si tu veux, moi, c'est un truc qui a tendance à me titiller un petit peu, parce que l'obésité, outre le fait que pour certains c'est une vraie maladie, c'est surtout un symptôme quand même de mal-être, un symptôme mental, un dérèglement de son rapport à la nourriture, de son rapport à la vie. Et donc c'est quand même un symptôme qui devrait attirer, si ce n'est l'empathie, au moins un petit quelque chose de l'ordre de ça. Et en fait non. En plus, dans les
dans ce qu'on vit maintenant, dans cette histoire d'anormalité encore, l'obèse a une place à part, parce qu'on est persuadé, autant on sait qu'un type qui est en fauteuil roulant, on a beau lui dire, vas-y, fais un effort, marche, il ne marchera pas, autant on est sûr qu'un obèse, il peut changer. La différence, c'est fondateur, hein, c'est un truc, on fait sa vie autour. Hein. Quand on a une différence secrète ou absolument évidente, on a tendance, surtout quand on est enfant, à construire toute sa vie autour, c'est-à-dire à essayer de trouver un confort autour de ça. On ne cherche pas à lutter contre ça. On sait que c'est là. Comme on ne sait pas, vu qu'on ne parle pas, vu qu'on n'est pas aidé, on sait que c'est là et on sait qu'on n'y peut rien. Donc on tourne sa vie autour. On essaie d'organiser sa vie autour de ça. Il est très très admis de se faire liposucer, de se faire tatouer, de se faire percer, de se faire mettre des pectoraux et tout ça. Mais dès qu'on essaie de changer son esprit par des produits, on est pointé du doigt comme déviant. Voilà. Et moi, je viens du punk, et pour moi, tout ça n'était que très normal. Et je m'aperçois que maintenant, il faut expliquer que la transe, c'est pas forcément la honte. Et ça me casse un peu les pieds de devoir l'expliquer. C'était un acquis, je trouve, qu'on avait depuis les années 70-80, qu'il y avait différentes manières de vivre, qu'on pouvait très bien être un bon gros junkie qui allait crever dans la rue, mais que c'était une vie quand même. Enfin, je veux dire, c'est une vie, on peut pas nier la vie, quoi. C'est pas parce qu'on n'est pas au bureau et qu'on ne boit pas que de l'eau qu'on est acheté, qu'on est à mettre à l'hôpital ou à condamner, quoi. Enfin, il me semble bon parfois de le rappeler, ce genre de choses. Et que la transe, c'est une vie comme une autre. Elle est peut-être éminemment critiquable pour ceux qui détestent ça et qui n'aiment pas voir des gens s'endormir complètement défoncés. Mais je suis désolé, c'est une vie qui a autant de valeur que celle de l'employé de bureau ou de l'employé de poste. Il y a aucune... Moi, je trouve même parfois plus valeureux de se détruire que de construire une vie pourrie, quoi. Une vie qui, moi, m'ennuierait outrageusement. Longtemps, je me suis mutilé. Pour moi, c'est pas violent. C'est un acte très particulier, la mutilation. C'est un acte qui fait presque plaisir. C'est un acte qui est... Alors évidemment, quand on sort un peu de cette névrose-là, on se rend compte que c'est absolument stupide. Mais sur le coup, quand on le fait, c'est pas pour se faire mal. Il n'est pas question de se faire mal. Il est question presque de se faire plaisir. Il est question en tout cas d'expérimenter quelque chose que peu de gens expérimentent. Ah oui, j'ai commencé par Fluide, moi. Et Fluide, à l'époque, il n'était pas en couleur. Il était en noir et blanc, et il fallait tirer le meilleur parti du noir et blanc. Et j'étais à bonne école. Il y avait Gossens qui faisait des lavis incroyables, bon, alors, sans parler de son dessin, qui était un truc incroyable. Blotch, pareil, qui faisait des trucs en noir et gris d'une puissance incroyable. Donc je suis revenu avec grand plaisir au noir et blanc, mais c'était pas prévu. C'est-à-dire que moi, j'avais prévu de faire mes trucs en noir et blanc comme ils sont dans les livres, et puis de dire à mon éditeur, bah vas-y, mets-les en couleur, parce que je pensais jamais qu'ils accepteraient un truc en noir et blanc. Et puis il l'a lu. Philippe Osterman l'a lu et il m'a dit bah non, on le garde en noir et blanc, quoi. J'étais fou de joie. Fou de joie parce que c'était comme ça que je pensais que ce serait le mieux. Et ça m'a permis de faire la petite différence qui fait qu'en mettant quelques petites taches de couleur, j'arrive à avoir un effet parfois un peu inattendu. J'ai scanné tous les dessins de mes enfants jusqu'à ce qu'ils sachent bien dessiner, où là c'est moins intéressant. Mais tout ce qu'ils faisaient qui était presque abstrait, j'ai tout scanné, j'ai une immense armoire et je me sers de ces dessins-là que je remets un petit peu en scène autour de mes personnages, et je trouve que ça fait une belle... parce que ça sous-entend en plus que ça vient de l'enfance, ce qu'ils ressent, et puis surtout esthétiquement, voilà, ça cartonne. Moi je suis content, le mélange de mon dessin et de celui des enfants, je suis un peu fier. Hein. La bande dessinée, c'est vraiment un art de répétition. Case, personnage. Donc c'est vite lassant. Après 4 tomes du combat ordinaire, j'en pouvais plus, quoi. Donc il a fallu trouver Alors déjà, il a fallu trouver l'histoire, et puis il a fallu trouver aussi une manière de la raconter. Je voulais pas la raconter de la même manière, parce que je voulais pas m'embêter. Et je me suis rappelé qu'au début, on grattait les feuilles, on faisait pas tout par ordinateur, on grattait, on faisait des trucs, des tâches, des machins, et que c'était bien, donc je me suis remis à fond là-dedans, quoi. Et puis j'ai réussi à jumeler d'ailleurs avec cette technique ma première passion, parce que j'ai vraiment fait des études de graphisme et j'adorais ça, de sorte que tous les dessins sont faits sur des feuilles volantes, pas sous forme de planches, et je les remets après en cases, je forme les planches sous ordinateur. Donc j'ai vraiment mes 2 passions d'un coup. Le dessin absolument libre sur des grandes feuilles, et après je recadre et je mets que ce qui m'intéresse dans une case, et j'en fais une vraie planche de bande dessinée. Avant de décider que ce serait tant de tomes de 200 pages,
je me disais comment je peux faire comprendre cette dérive-là en 48 pages. Et ça me paraissait impossible. Donc dans la foulée, j'ai relu L'homme qui marche de Taniguchi. Et je me suis dit, bah voilà, tout est dans ce livre-là. C'est-à-dire que le silence, le fait qu'il y ait une histoire, mais alors qu'il tienne sur le fil, sur le bout d'une aiguille, et que tout l'intérêt réside dans des petites choses, dans le vent, dans les feuilles qui bougent, dans un petit mot échangé avec un voisin, tout ça. Et je me suis dit, mais ouais, mais lui, il a pris combien de pages? Je regarde, je sais plus combien c'était, 170. Je me dis, bon, bah, voilà, il n'y a peut-être pas d'autre moyen, quoi. Il faut du temps. Il faut que je puisse avoir 20 pages de types qui se baladent dans la forêt, en essayant bien sûr de rendre ça intéressant pour que le lecteur soit pas lâché, parce que le but est pas d'emmerder tout le monde, hein. Le but est de soutenir une action et de soutenir un récit. Mais au lieu de la soutenir par de l'action rapide, des pensées qui viennent vite et tout, je me suis dit, bah, dans la vie, on passe les 3/4 de son temps à fermer sa gueule. On parle pas, on est en attente, dans le métro, on parle pas aux gens, on est bien plus souvent, à part là maintenant où on parle énormément tous les deux, on est bien plus souvent en train de fermer sa grande gueule. Donc du coup, il faut le rendre, pour que le personnage soit crédible, il faut rendre ça. Et en plus, c'est assez marrant qu'il soit taiseux, lui, parce que avec la personnalité qu'il a, si je l'avais fait bavard, ça aurait pas été, quoi. J'ai été invité parfois à des trucs à la télé, machin, avec des littéraires, et j'étais stupéfait de voir l'indigence pas de leurs livres, mais de leurs pensées, alors que moi je trouve dans la bande dessinée des gens extraordinaires, et qui me parlent beaucoup plus. Alors c'est peut-être aussi une question de génération, machin, mais il y a des vrais talents en bande dessinée. Il y a Gossens, il y a Cosey, il y a des gens incroyables, vraiment incroyables, qui auraient mérité. Bloch, notamment en dessin, si on fait abstraction de la bande dessinée, c'est un dessinateur qui mériterait d'être dans des musées. Mais comme il fait de la bande dessinée, il n'est pas dans des musées. Quand même, on est toujours pris pour des baltringues et des sous-littéraires et des sous-peintres et des sous-cinéma et des sous-tout. Alors que moi, j'ai appris à lire avec la bande dessinée, c'est mon moyen j'en changerai pas, et je suis très fier de ce qui a été accompli en bande dessinée dans les dernières années, puis aussi dans les années 70-80 où il y avait quand Baru a fait Keket Blues, voilà, on peut parler de l'art moderne et de l'art contemporain, on peut aussi en rigoler parfois, alors qu'en bande dessinée, il y a des choses qui se faisaient à la même époque qui étaient peut-être plus fortes que ce qu'on met à Pompidou aujourd'hui. Pas tout, hein, je vais pas faire le mec qui... mais quand même. J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Et si je pouvais, je dissoudrais un peu tout.